Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice du sujet du jour 2 du bac Amérique du Nord 2022 portant sur la thermodynamique. Les chapitres du programme concernés sont énergie interne et premiers principes de la thermodynamique, ainsi que les transferts thermiques. Ces chapitres peuvent très bien être fusionnés et à ce moment, votre prof aura certainement intitulé le chapitre thermodynamique. Avant de passer à la lecture du sujet, laissez-moi vous présenter les notions que nous allons aborder ensemble. Nous allons revoir les différents transferts thermiques et on les illustrera concrètement avec le mur Trombe-Michel qui est le système que nous allons étudier dans cette vidéo. On enchaînera avec des calculs de flux pour juger de l'efficacité de l'isolation de la façade. Ensuite, on fera une application de la formule du cours permettant de calculer la variation d'énergie interne d'un système et on réexpliquera le lien entre l'énergie, la puissance et la durée. Enfin, nous effectuerons une introduction à la loi thermique de Newton qui nous permettra de réviser les analyses dimensionnelles et d'appliquer la formule de cours. Rassurez-vous, dans ce sujet, il n'y aura pas d'équation différentielle. Dernier point avant de démarrer, je renouvelle encore et toujours mes remerciements à ceux qui s'abonnent et like, la chaîne progresse et c'est grâce à vous. Pour ceux qui ne le sont pas, n'oubliez pas qu'un like c'est comme un merci, ça ne vous coûte pas grand chose et YouTube comprend que le contenu vous a plu pour le recommander à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, on démarre tout de suite par la lecture de l'énoncé. Il s'agit d'un exercice qui est noté sur 5 points et qui vous demandera environ 45 minutes pour être traité. J'inclus toujours les 15 minutes à la fin pour pouvoir relire votre copie sereinement. On va le voir ensemble, mais dans cet exercice, vous avez beaucoup d'informations au niveau du système, mais très peu d'informations qui vont nous permettre de résoudre les questions. Donc on prêtera particulièrement attention au schéma du système, aux données, mais il faudra pas perdre trop de temps sur les considérations générales de l'énoncé. La volonté d'économiser l'énergie utilisée pour chauffer les bâtiments privés ou publics amène les particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics à opter pour des murs Trombe-Michel, du nom de ces deux inventeurs. Un mur Trombe-Michel est constitué essentiellement d'un double vitrage extérieur exposé au rayonnement solaire, derrière lequel se trouve à environ une dizaine de centimètres un épais mur de béton qui s'intègre à la façade sud du bâtiment dont la surface extérieure est peinte en noir mat. En outre, de l'air circule entre le double vitrage et le mur peint en noir. Ensuite, l'énoncé nous propose un schéma du système sur lequel apparaissent les différents transferts thermiques qui ont lieu à l'intérieur de celui-ci. On peut apercevoir sur la droite du rayonnement, sur la lame d'air au milieu de la convection, brièvement à l'intérieur du mur il y a de la conduction mais qui n'est pas repérée par des flèches, et enfin sur la partie gauche du mur, du rayonnement infrarouge. Pour ceux qui sont intéressés par plus de détails sur ce point-là, nous verrons ça à la question A2. On reprend la lecture de l'énoncé. Les professionnels du bâtiment mettent en avant 3 avantages au mur Trombe-Michel: l'amélioration de l'isolation de la façade, le préchauffage de la lame d'air qui circule entre le mur en béton et le double vitrage, la restitution nocturne des apports énergétiques emmagasinés le jour. Sur la page suivante, au niveau des données, on vous fait apparaître un tableau où on vous donne pour les différentes couches d'isolants qui sont le double vitrage, la lame d'air et le mur de béton, les informations sur la largeur, la hauteur, l'épaisseur, la conductivité thermique et la résistance thermique, notée grand R. Voilà pour la lecture de l'énoncé. On attaque la résolution de ce sujet avec la partie A, intitulée « Les 3 modes de transfert thermique ». Question A1, citez les 3 modes de transfert thermique. Pour répondre à cette question, je vous invite à consulter votre cours et on y retrouve les 3 modes de transfert thermique qui sont la conduction thermique. Je me permets de vous préciser que ce mode de transfert est spécifique au solide et c'est un transfert thermique qui se fait sans transport de matière. Ensuite, vous trouverez la convection thermique qui est spécifique au fluide et c'est un transfert thermique qui se fait avec transport de matière cette fois. Enfin, on trouvera le rayonnement thermique qui se trouve être une émission d'ondes électromagnétiques par un corps chaud et celui-ci a pour particularité de ne pas nécessiter la présence d'un milieu matériel pour se diffuser. Pour imaginer ces différents modes de transfert thermique dans le mur Trombe-Michel, je vous invite à me suivre pour la question A2. On se retrouve pour la question A2 et l'énoncé nous demande de citer pour chacun de ces modes de transfert thermique un exemple mis en œuvre dans le mur Trombe-Michel. Je vais profiter de cette question pour faire une analyse détaillée des différents transferts thermiques présents dans le système. Je le vois chaque année en cours particulier, vous manquez souvent d'expérience sur ce chapitre et les notions restent majoritairement floues, donc on va imager tout cela ensemble. Pour cela, on va reprendre la figure de l'énoncé. Je vais commencer par faire disparaître toutes les informations qui nous ont été données et on va aussi faire disparaître le solaire
soleil, parce que vous avez tendance à croire que parce qu'il fait beau dehors, alors il fait forcément chaud. Suffit de voir en hiver et on comprend tout de suite de quoi je veux parler. L'énoncé nous a parlé de l'isolation de la façade et en particulier on cherche à éviter une déperdition de chaleur depuis l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur. On verra tout à l'heure par le calcul quelles sont effectivement les réductions de flux, mais ici au moins vous aurez un aperçu des différentes réductions du flux au passage des différentes couches d'isolant. Pour imaginer la situation, laissez-moi vous faire apparaître le flux sortant de la pièce qui arrive sur le mur. J'espère que vous l'avez appris grâce aux nombreux exercices d'entraînement que vous avez effectués, mais le béton est un très mauvais isolant thermique. Donc une grande partie du flux sortant de la pièce va traverser le mur de béton. Je vous fais apparaître le flux qu'on obtient à la sortie du mur avec une flèche légèrement plus petite. On va maintenant s'intéresser à ce que devient ce flux lorsqu'il traverse la lame d'air qui est coincée entre le mur de béton et la baie vitrée. Pour cela, on va reprendre le flux thermique précédent que je vous réaffiche en rouge et je vous fais apparaître le flux qu'on obtient après le passage au travers de la lame d'air. On constate que ce flux est une nouvelle fois réduit et de manière purement qualitative, sans rentrer dans les détails, on peut constater que la flèche a bien réduit au passage de la lame d'air. En effet, toujours pareil, grâce à vos nombreux exercices d'entraînement, vous devez savoir que l'air est un meilleur isolant thermique que le béton. Enfin, on va s'intéresser à la traversée de la dernière couche d'isolant, c'est-à-dire le double vitrage extérieur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un double vitrage est en fait constitué de deux vitres entre lesquelles on a piégé une lame d'air. Ce type de vitrage est un très bon isolant, en tout cas bien meilleur que le mur de béton. En synthétisant tous ces points, on s'aperçoit que le flux émanant de la pièce au départ a grandement été réduit au passage des différentes couches d'isolant. Maintenant que les rappels et compléments sur le flux sont faits, on va passer aux différents modes de transfert thermique présents dans notre système. On va se placer pendant la journée, je vous fais donc réapparaître le soleil. Celui-ci va émettre un rayonnement thermique qui va être absorbé par la peinture noire apposée sur le mur de béton. Même chose, si vous ne le savez pas, les surfaces noires ont pour particularité de mieux capter les rayonnements du soleil. Ceci va avoir pour effet d'élever la température de la face du mur qui est exposée au soleil. Une fois que cette surface a été chauffée, elle va engendrer un réchauffement de la lame d'air qui est piégée entre le mur et la vitre. Et vous devez savoir que l'air chaud monte, donc on va avoir une apparition du phénomène de convection qui va se mettre en place entre le mur et le double vitrage. Maintenant que nous avons vu ce qui se passe du côté droit du mur, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du béton. Souvenez-vous, on a toujours notre surface noire qui a été chauffée par le soleil et on va voir apparaître un transfert thermique par conduction à l'intérieur du mur en béton entre la face chaude et le reste du mur qui n'a pas été exposé au soleil. Une fois que le mur de béton aura gagné en température, il va émettre à son tour un rayonnement qui va lui permettre de restituer à la pièce l'énergie thermique emmagasinée pendant la journée. Ce rayonnement sera observé à la fois pendant la journée lorsque le mur est chaud et la nuit lorsque le soleil aura disparu mais que le mur sera toujours chaud. Dernière chose que je vous rajoute pour le plaisir, une fois que la face côté gauche est chaude, on observera aussi le même phénomène de convection qui apparaît dans la lame d'air. Celui-ci sera moins efficace que celui qu'on a mis en avant entre le double vitrage et le mur, puisqu'ici l'air n'est pas coincé, donc le déplacement de l'air sera beaucoup plus chaotique, ce qui va réduire l'efficacité de ce transfert thermique. Bon voilà, je pense avoir fait le travail au niveau de l'image de tous les transferts thermiques de votre cours dans le cas du système étudié. Passons maintenant à la rédaction de la question 2. Avec tout ce qu'on a vu précédemment, on va rédiger directement la réponse. On peut citer comme exemple pour ces modes de transfert thermique l'amélioration de l'isolation de la façade et le stockage dans le mur de béton de l'énergie captée par la surface noire absorbante par conduction, le préchauffage de la lame d'air qui circule entre le mur en béton et le double vitrage ainsi qu'une partie de la restitution nocturne par convection, et enfin la restitution nocturne des apports énergétiques emmagasinés le jour ainsi que le transfert thermique entre le soleil et la surface noire par rayonnement. Voilà qui conclut notre question A2. Nous voilà maintenant à la partie B avec l'isolation de la façade. La résistance thermique notée grand R d'une paroi s'exprime en Kelvin par watt. Elle est modélisée par l'expression R égale E divisé par lambda sur S, avec S la surface de la paroi, E son épaisseur et lambda la conductivité thermique du matériau. La résistance thermique d'une paroi constituée de plusieurs couches successives de matériaux différentes est la somme des résistances thermiques de chaque couche. Dans ces deux premiers paragraphes, l'énoncé vous rappelle la formule du cours pour exprimer la résistance
résistance thermique en fonction de E, lambda et S. Et il vous rappelle un des principes des résistances thermiques, c'est que lorsque vous avez plusieurs couches successives de matériaux, les résistances thermiques s'ajoutent. Personnellement, je trouve que l'énoncé est assez gentil avec nous et on va pas refuser un petit coup de pouce. Pour le mur Trombe-Michel, la résistance thermique de l'ensemble mur plus double vitrage sans lame d'air est notée R1 et la résistance de l'ensemble mur plus double vitrage plus lame d'air est notée R2. Donc par rapport à l'analyse que je vous avais fait à la question A2, là quand on parle de la lame d'air, on parle bien de la lame d'air qui se situe entre le mur en béton et le double vitrage. On ne parle pas de la lame d'air qui est à l'intérieur du double vitrage que je vous ai donné moi en complément. Je vous note en bleu et en rouge les deux ensembles de résistance thermique R1 et R2 que l'on vient de nous présenter. On considère que la température extérieure est de 5 degrés et que la température intérieure de la pièce est de 19 degrés. Dernière information ici, on vous donne les températures qui vont nous être nécessaires pour calculer les flux qui vont être dans la question B1. Donc il est bien important que vous les ayez en tête avant d'attaquer les questions. C'est parti pour la question B1. Exprimez les flux thermiques Φ1 et Φ2 correspondant respectivement aux résistances R1 et R2. Puis calculer les valeurs. Pour répondre à la question B1, on va commencer par reprendre notre système. L'énoncé nous a fourni qu'à l'intérieur il régnait une température de 19 degrés et qu'à l'extérieur il régnait une température de 5 degrés. Je vous rappelle cela car dans un exercice de thermodynamique et en particulier quand on s'intéresse au transfert thermique, il est primordial de bien identifier la source chaude et la source froide. Je vous les mets en évidence ici en les représentant en rouge et en bleu. Avant de me lancer sur la rédaction, je vous rappelle l'expression du flux thermique par conduction que vous trouverez dans votre cours. On sait que phi, le flux thermique, est égal à la différence entre la température de la source chaude et la température de la source froide, divisé par la résistance thermique notée RTH. Je vous bascule la formule sur le côté et on démarre la rédaction. On va commencer par le calcul du flux Φ1 qui traverse l'ensemble mur plus double vitrage. Par définition, on a Φ1 qui est égal à la température intérieure moins la température extérieure divisé par R1, avec R1 qui va être constitué de la résistance thermique du mur à laquelle on va ajouter la résistance thermique du double vitrage, puisque comme indiqué dans l'énoncé, lorsqu'on a plusieurs couches d'isolants successives, leur résistance thermique s'ajoute. D'après les données, on a la résistance thermique du double vitrage qui est égale à 0,13 Kelvin par watt. Cette information était dans le tableau de données. Et pour la résistance thermique du mur en béton, qui elle n'était pas fournie par l'énoncé, je vous rappelle la formule qui figure dans votre cours également. Pour calculer la résistance thermique d'une couche d'un matériau, on a RTH qui est égal à petit e, l'épaisseur de notre isolant, divisé par lambda, sa conductivité thermique, que l'on va multiplier par S, la surface de notre matériau. On peut maintenant reprendre la rédaction. On a par définition que la résistance thermique du mur est égale à l'épaisseur du mur divisé par la conductivité thermique du mur fois la surface du mur en béton. Alors le tableau ne fait pas apparaître la surface du mur, par contre on nous a donné sa largeur et sa hauteur. Bien, pour calculer la surface, nous allons donc remplacer la surface du mur par le produit de sa largeur par sa hauteur. Nous pouvons maintenant finir l'expression littérale de notre flux Φ1, qui va donc être Φ1 égale température intérieure moins température extérieure, divisé par l'épaisseur du mur, elle-même divisée par lambda fois L fois H, quotient auquel on ajoute la résistance thermique du double vitrage. Laissez-moi prendre un peu de place pour passer à l'application numérique. On remplace les températures intérieures et extérieures par 19 et 5 qui nous avaient été fournies par l'énoncé. L'épaisseur du mur c'était 40 cm, on n'oublie pas de convertir cette donnée en mètres en multipliant par 10-2. Ensuite on récupère les valeurs de lambda, L et H qui étaient fournis dans les unités du système international et qui ne demandent donc pas de conversion. On n'oublie pas d'ajouter la résistance du double vitrage qui était donc égale à 0,13 Kelvin par watt. On effectue l'application à la calculatrice et elle vous retourne comme résultat 87,24 watts. On fait bien attention aux chiffres significatifs. Ici, vous en avez deux pour toutes les informations de l'énoncé, donc comme résultat final sur notre copie, on peut écrire que Φ1 est environ égal à 87 watts. Passons maintenant au calcul de Φ2, qui est le flux qui traverse l'ensemble mur plus double vitrage plus lame d'air. Par définition, Φ2 est égal à la température intérieure moins la température extérieure divisée par R2, avec cette fois R2 qui est égal à la résistance thermique du mur qu'on a déjà exprimée précédemment, plus la résistance thermique du double vitrage, plus la résistance thermique de la lame d'air, d'où on obtient comme expression littérale de Φ2 la température intérieure moins la température extérieure divisée par l'expression de la résistance thermique du mur, plus la résistance thermique du double vitrage, plus la résistance thermique
thermique de la lame d'air. On peut maintenant passer à l'application numérique. On trouve exactement les mêmes termes que précédemment, sauf qu'ici au dénominateur on retrouve un plus 0,46 de la résistance thermique de la lame d'air qui était fournie dans le tableau de données. En faisant cette application sur la calculatrice, elle vous retourne comme valeur 22,56. Même chose ici, nous n'avons que deux chiffres significatifs, donc on peut fournir comme résultat final 23 watts, comme valeur de phi2. Voilà qui conclut notre question B1. Nous voilà maintenant à la question B2 et l'énoncé nous demande d'exploiter les valeurs obtenues et conclure quant à l'efficacité de la lame d'air. Je vous affiche un rappel sur la méthode la plus simple pour comparer deux valeurs. Je vais prendre pour mon exemple une valeur VG et une valeur VP qui vont être ma grande valeur et ma petite valeur. On a donc VG qui est supérieur à VP et pour les comparer, je vais en faire le quotient. Puisque VG est supérieur à VP, j'obtiendrai un résultat qui est forcément supérieur à 1. Par exemple, ici, je vais vous donner 4,7 comme résultat du quotient. Bien, je pourrais conclure à partir de là que la valeur VG est environ 5 fois plus grande que la valeur VP. On va maintenant appliquer ce même raisonnement aux deux valeurs des flux trouvées précédemment. On a trouvé que Φ1 était environ égal à 87 watts et que Φ2 était environ égal à 27 watts. D'où, en faisant le quotient de ces valeurs, en reprenant les valeurs exactes de votre calculatrice, on trouve environ 3,8. Toujours avec deux chiffres significatifs. Ainsi, l'ajout de la lame d'air entre le mur et le double vitrage permet de diviser le flux thermique d'environ par 4. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas compris ce passage-là, je vous invite à retourner voir le détail que j'ai donné au niveau des flux à la question A2. Et pour ceux qui ont regardé le complément, vous comprenez pourquoi la flèche au passage de la lame d'air se réduisait. Pour en dire un petit peu plus par rapport à cette question, qui vous en conviendrait était assez rapide, on va compléter notre réponse en disant que ceci est en accord avec la fonction d'isolation thermique du mur Trombe-Michel. Et voilà pour la question B2. On continue sur notre sujet avec la partie C qui concernera le chauffage de la pièce. Le mur Trombe-Michel sert à chauffer une pièce qui contient 30 mètres cubes d'air assimilé à un gaz parfait. Alors à ce stade de l'exercice, vous pouvez pas savoir qu'est-ce qui vous attend pour la suite, même si bon, on a signé ensemble pour une vidéo sur la thermodynamique, mais souvenez-vous que dans vos chapitres de première et ainsi que dans les rappels de terminale, on a une partie qui concerne les gaz parfaits, avec notamment la relation PV égale nRT. Donc on va mettre en surbrillance cette information des 30 mètres cubes, quitte à ne pas s'en servir plus tard. Initialement, la température de l'air a une valeur de 19 degrés Celsius et atteint finalement la valeur de 23 degrés Celsius. L'énoncé nous donne ici la variation de température entre l'instant initial et l'instant final. Donc là, on sent venir le TF et le TI, dont on va éventuellement se servir plus tard. La variation d'énergie interne d'un gaz parfait de capacité thermique C pour une variation de température ΔT est exprimée par la relation ΔU égale grand C fois ΔT. Bon, ben comme prévu, vous aviez TF et TI qui vous avaient été présentés. Maintenant, on vous parle de la variation d'énergie interne d'un gaz parfait. Et une nouvelle fois, l'énoncé se montre clément avec nous et nous rappelle la relation ΔU égale C fois ΔT. Enfin, l'énoncé nous donne la valeur de la capacité thermique de l'air contenue dans la pièce, grand C égale 39,2 kJ par Kelvin. On va pouvoir s'intéresser à la question C1. Question C1. L'énoncé nous demande de calculer la variation de l'énergie interne de l'air contenue dans la pièce. Je commence par vous réafficher la formule de votre cours qui était rappelée par l'énoncé pour calculer la variation d'énergie interne de l'air contenu dans la pièce. On sait que ΔU est égal à grand C fois ΔT. On va maintenant appliquer cette formule à l'air de la pièce. La variation d'énergie interne de l'air contenu dans la pièce est ΔU égale grand C fois ΔT, avec ΔT qui est égal à la température finale moins la température initiale, d'où on obtient que ΔU est égal à grand C fois TF moins TI. On peut maintenant passer à l'application numérique et on trouve que ΔU est égal à 39,2 fois 10 puissance 3. Ici je multiplie par 10 puissance 3 puisque grand C était donné en kilojoules et non pas en joules. Et derrière on multiplie par la différence de température qui nous était donnée dans l'énoncé, 23,0 degrés pour la température finale et 19,0 degrés pour la température initiale. En effectuant l'application sur notre calculatrice, on trouve 1,568 fois 10 puissance 5 joules. Toujours pareil, on fait attention aux chiffres significatifs. Ici, les informations de l'énoncé possédaient 3 chiffres significatifs. On peut donc conclure en disant que ΔU est environ égal à 1,57 fois 10 puissance 5 joules. Et voilà qui conclut notre question C1.
On reprend l'énoncé pour le petit complément avant la question C2. Le flux d'énergie solaire, F solaire reçu par le double vitrage est estimé à 675 watts. On estime à 25% le pourcentage de l'énergie solaire transférée à l'air de la pièce. On va mettre en surbrillance les deux informations qui nous sont transmises dans cette partie de l'énoncé. On a d'une part que le flux solaire, donc souvenez-vous à la question A2, je vous avais dit qu'on recevait un rayonnement solaire sur la face peinte en noir du mur et on estime que ce flux est de 675 watts. Ensuite, on considère que 25% de cette énergie solaire est transférée à la pièce. Concrètement, ici, on vous donne que le flux transféré à l'air représentera 25% du flux solaire. On peut attaquer la question C2 et l'énoncé nous demande de déterminer la valeur de la durée nécessaire au réchauffement de l'air de la pièce de 19 degrés Celsius à 23 degrés Celsius. Avant de commencer la rédaction, je vous rappelle une autre expression d'un flux thermique dont on se sert lorsqu'on connaît déjà la variation d'énergie interne du système considéré. On sait, ou tout du moins on doit savoir, qu'un flux thermique c'est un débit d'énergie thermique par unité de temps. Il est donc égal à delta U divisé par delta T. Maintenant que ce rappel est fait, on va pouvoir s'intéresser à l'expression du flux que reçoit l'air de la pièce, notée grand FR. Par définition, on a grand FR qui est égal à delta U sur delta T. L'énoncé nous demande de trouver delta T. Alors attention, ici je ne compte plus le nombre d'élèves qui se prennent les pieds dans le tapis en retournant cette formule pour exprimer delta T. Vous avez tendance à penser que plus l'expression est simple, plus vous pouvez vous permettre d'aller vite. Et puis au final, votre expression est à l'envers et du coup le résultat est faux. Là clairement, c'est des points jetés par la fenêtre. Donc laissez-moi vous donner le conseil que je donne à tous mes élèves en cours particulier, qui est de d'abord passer l'équation en ligne en multipliant par delta T, ou de passer delta T à gauche, vous le voyez comme vous le voulez. On obtient delta T fois grand FR qui est égal à delta U. Enfin, pour isoler delta T, on va diviser tout ça par grand FR et on obtient que delta T a pour expression delta U sur grand FR. Attention maintenant, l'énoncé nous avait précisé qu'on estimait à 25% le pourcentage de l'énergie solaire transférée à l'air de la pièce, d'où le flux d'air est égal à 0,25 fois le flux solaire. On obtient l'expression littérale finale de notre delta T qui est delta U divisé par 0,25 fois le flux solaire. On peut maintenant passer à l'application numérique. On n'oublie pas de récupérer la valeur exacte de delta U sur la calculatrice qui conserve ses trois chiffres significatifs et on divise par 0,25 fois les 675 watts du flux solaire qui était donné par l'énoncé. Votre calcul vous retourne le résultat 929,185. Alors attention, ici à cause du 25% qui est une information chiffrée suite à l'estimation du pourcentage de l'énergie solaire transférée à l'air de la pièce et non pas un coefficient, nous n'avons que deux chiffres significatifs. Ainsi, on obtient comme résultat final 9,3 fois 10 puissance 2 secondes. Voilà qui conclut notre question C2. Nous voilà maintenant à la partie D de notre énoncé et maintenant on va étudier le flux thermique nocturne. La nuit, le mur en béton restitue de la chaleur à l'air de la pièce en émettant un flux thermique total de l'ordre de 4000 watts. On considère que le mur en béton est à une température constante Tm de 25 degrés et l'air de la pièce à une température constante T de 19 degrés. Pour ces deux premiers paragraphes, l'énoncé nous donne la valeur du flux thermique total que restitue le mur pendant la nuit et il nous donne son ordre de grandeur de 4000 watts. Et il nous précise les valeurs des températures du mur et de la température de la pièce pendant la nuit. Ensuite, l'énoncé nous donne le flux thermique de convection phi C s'exprime en fonction de la surface S d'échange, de la différence de température Tm-T et du coefficient de transfert thermique H dont la valeur est 10 watts mètre-2 Kelvin-1. Dernière information de l'énoncé ici, on nous donne la valeur du coefficient de transfert thermique H dont on aura certainement besoin dans la suite des questions. On peut enchaîner sur la suite de la résolution. Question D1, l'énoncé nous demande de choisir en justifiant parmi les trois expressions suivantes celle qui correspond à l'expression du flux thermique de convection. L'énoncé nous propose trois formules possibles pour l'expression du flux thermique par convection. Alors, bien entendu, puisque vous connaissez votre cours sur le bout des doigts, vous avez tout de suite reconnu que la bonne réponse était la formule 2. Bien sûr, bien sûr. Mais puisque l'énoncé nous demande de justifier la réponse, on va en profiter pour faire un rappel sur l'analyse dimensionnelle. Alors, dans un premier temps, je vais faire l'analyse de chacune des formules pour ceux qui ont encore du mal avec cette méthode, et je finirai par une rédaction rapide de la réponse pour les élèves qui sont au point. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'homogénéité de notre formule 1,
qui nous donnait que le flux était égal à H divisé par S facteur de Tm moins T. Et on va procéder à son analyse dimensionnelle. Pour rappel, comme je vous l'ai dit dans la question précédente, un flux s'exprime en watts. On va regarder les unités de chacun des termes qui interviennent dans la formule qu'on nous a fournie en reprenant les unités qui étaient fournies dans le tableau. On a H qui est exprimé en watts par mètre carré par Kelvin, on a S qui est exprimé en mètre carré et on a la température qui elle est exprimée en Kelvin. On va en profiter pour faire le rappel sur les puissances. Vous savez que 1 sur A puissance n c'est égal à A puissance moins n. Donc on va pouvoir rapatrier au numérateur notre mètre carré qui était au dénominateur en le transformant en mètre moins 2. Ensuite je vous propose le second rappel qui est que quand on a quelque chose puissance 0, c'est égal à 1. On obtient donc la simplification de notre k-1 facteur de k qui va disparaître sans laisser d'unité derrière lui. Enfin, dernier rappel sur les puissances, vous savez que A puissance n fois A puissance m c'est égal à A puissance n plus m. On va donc pouvoir réunir notre mètre moins 2 facteur de mètre moins 2 au milieu de notre expression en m moins 4. Nous obtenons en définitive que l'expression fournie par l'énoncé a pour unité le watt mètre moins 4. On avait dit qu'un flux ça s'exprimait en watts, on obtient des watts mètre moins 4. On peut donc conclure que cette unité ne peut pas correspondre à l'unité d'un flux thermique en watts, donc la formule ne peut pas être la bonne. On va maintenant passer à l'étude de la formule 2, même si je suis sûr que vous l'avez reconnue. On va quand même l'étudier. On applique les formules des puissances que je vous ai expliquées quand on a fait l'analyse dimensionnelle de la formule 1. Vous avez les mètres moins 2 fois les mètres carrés qui se simplifient et Kelvin moins 1 fois Kelvin qui se simplifie. Au final, on trouve que l'unité de cette formule, c'est donc le watt. Et on peut conclure que l'unité de la formule peut correspondre à celle d'un flux thermique. Alors attention, pour ceux qui voudraient s'arrêter ici, c'est pas parce que vous avez trouvé que l'unité était bien la bonne que ça veut dire que la formule est bonne. Ça invalide effectivement dans le cas de la première formule parce que l'unité n'était pas la bonne. Maintenant ici on a une unité qui correspond, mais attention, tant qu'on n'a pas vérifié que la formule 3 n'avait pas la bonne unité, c'est insuffisant pour conclure et finir la question D1. Donc on va maintenant analyser la formule 3. On procède de la même façon, on commence par remplacer chacun des termes par leur unité, ensuite je rapatrie mon Kelvin au numérateur en le changeant en Kelvin-1, les mètres moins 2 fois des mètres carrés ça se simplifie, et on obtient comme unité pour la formule watts Kelvin-2. Bien même chose que pour la formule 1, cette unité ne correspond pas à l'unité d'un flux thermique en watts, donc la formule ne peut pas être la bonne. Il ne nous reste plus qu'à conclure pour la version 1. La formule φC égale HS facteur de Tm moins T est donc la seule formule possible parmi celles proposées. Je vais maintenant vous présenter la version pour les élèves qui sont un petit peu plus à l'aise avec les analyses dimensionnelles. On commence par rappeler que le flux thermique est exprimé en watts. Ensuite, on procède à l'analyse dimensionnelle des formules proposées. J'ai déjà donné tout le détail dans la méthode précédente, donc si vous en avez besoin, revenez en arrière. Pour la formule 1, on obtient qu'elle est homogène à des watts mètre moins 4, la deuxième est homogène à des watts, et la dernière est homogène à des watts Kelvin moins 2. Bien, on arrive à la même conclusion, la formule φC égale HS facteur de Tm moins T est donc la seule formule possible parmi celles proposées par l'énoncé. Et voilà qui conclut notre question D1. Dernier retour sur l'énoncé avec la question D2. En conduisant un raisonnement argumenté, déterminez si, la nuit, le mur restitue la chaleur à l'air de la pièce uniquement selon le mode convectif. Et il faudra commenter. Pour répondre à cette question, l'idée est en fait de penser à calculer la valeur de ce flux thermique convectif justement, puisqu'à la question D1, on en a déterminé l'expression. Ainsi, on pourra commenter la valeur qu'on trouve par rapport aux 4000 watts qui sont annoncés par l'énoncé. À la question D1, on vous a demandé de retrouver l'expression du flux thermique convectif qui est en fait la loi phénoménologique de Newton. Or, on a déjà vu que grand S c'était en fait grand L fois grand H, d'où on obtient que l'expression du flux φC est égale à H fois grand L fois grand H fois Tm moins T. L'énoncé nous avait donné la valeur de H, souvenez-vous quand on a lu l'énoncé de la partie D. On peut donc passer à l'application numérique. On obtient un φC qui est égal à 10 fois 3 fois 2,5 facteur de 25 moins 19. Alors attention, ici l'application à la calculette vous donne 450 tout rond. Et là, systématiquement, vous tombez dans le piège, donc attention, on n'a que deux chiffres significatifs. Donc on finit en affirmant que φC est environ égal à 4,5 fois 10 puissance 2 watts. Or, comme je vous l'ai dit en démarrant la question, d'après les informations, la nuit, le mur restitue de la chaleur à l'air de la pièce en émettant un flux thermique total de l'ordre de 4000 watts.
Et on vient de trouver que Ficée était environ égal à 450 watts. Bien donc il est bien inférieur aux 4000 watts annoncés, puisqu'ici vous avez quasiment un facteur 9 entre les deux. Bien on peut conclure que le mur ne restitue pas la chaleur à l'air de la pièce uniquement selon le mode convectif, et on retrouve bien le résultat que je vous avais affirmé tout au départ de l'énoncé quand on avait analysé les différents transferts thermiques de notre système, c'est qu'on avait bien un échange par rayonnement entre le mur et l'air de la pièce. Voilà qui conclut cette dernière question et ce nouveau sujet que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.